Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Voix de l'entreprise. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Aude Casassa, jeune femme dynamique et fondatrice de l'agence Mac Talent, spécialisée dans l'executive search dans le secteur du luxe. Comme je disais, Marie-Aude est une femme dynamique, maman de 2 petits garçons. Elle a fait toute sa carrière dans l'industrie du luxe et c'est une jeune femme qui a un parcours éclectique qui a forcément une résonance avec tout le travail de First Group autour de la compétence et de la transformation des entreprises. C'est la raison pour laquelle on a souhaité la rencontrer. Bonjour Marie-Aude. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée dans vos bureaux aujourd'hui. Marie-Aude, tu as été merchandiser, tu as été business planner, tu as été contrôleuse de gestion, je crois. Et aujourd'hui, tu es dénicheuse de talents d'exception. Mais qui es-tu vraiment? C'est ça, j'ai eu un parcours, alors éclectique est le bon mot. J'aime pas trop dire hybride parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, il y a eu un fil rouge sur tout ce parcours qui est quand même la quête de l'excellence opérationnelle dans le luxe. J'ai fait différentes maisons, que ce soit le groupe Kering, Balenciaga pour citer la maison, le groupe Lacoste, et aussi le groupe LVMH avec la maison Céline. J'ai fait du contrôle de gestion et j'ai fini en supply chain. Et aujourd'hui, j'ai lancé mon activité, donc c'est une aventure entrepreneuriale à elle seule, sur le secteur du luxe, puisque je le connais de l'intérieur, à la recherche des talents de demain et des talents à fort potentiel. D'accord. Moi, ce que je retiens, c'est le mot talent. Ouais. Et est-ce que tu puises aujourd'hui ton inspiration dans ton propre parcours pour trouver ces talents? Comment ça se passe au quotidien? Tu as raison, talent, c'est un mot qui est important, ça résonne plus que candidat. Candidat, tout le monde peut être un candidat. Un talent, c'est quelqu'un qui a quelque chose en plus, une pépite en plus. Aujourd'hui, quand même, le secteur du luxe, en tout cas, est sous tension. On le voit aujourd'hui dans les chiffres. La croissance est au ralenti. Et donc, le recrutement est au ralenti aujourd'hui. Mais ce que je pourrais dire, c'est que les maisons, aujourd'hui, elles recrutent moins, mais elles recrutent mieux. Donc, le mot talent, il résonne encore plus. On va aller chercher pas le talent d'aujourd'hui, mais le talent de demain. Celui qui va accompagner la maison dans sa transformation, puisque toutes les maisons aujourd'hui vont participer, vont devoir se réorganiser, se transformer pour s'adapter au monde et au contexte économique. Et donc, le talent qu'on va rechercher aujourd'hui doit participer et doit être adaptable pour suivre cette dynamique. D'accord. Et est-ce que tu as une manière de procéder? Qu'est-ce que tu recherches avant tout auprès de ces talents? Ou où est-ce que tu puises en tout cas tes ressources? Comment tu fais? C'est intéressant parce que ce que je mets moi en avant, je ne viens pas des métiers comme tu l'as dit, tu as cité tous les métiers, mais donc tu as bien cité le fait que je n'ai pas travaillé dans des cabinets, je n'ai pas fait de ressources humaines à proprement parler ou du recrutement. J'ai vraiment une compétence et une approche très orientée vers les métiers, donc vers les compétences ou vers les soft skills qui sont très importantes dans le secteur. Évidemment, on parle d'excellence, on parle de rigueur, on parle de confidentialité. Donc aujourd'hui, moi, je vais chercher tous ces talents dans mon réseau, puisque je le connais bien. Sur l'approche que je connais et sur un vivier qui est le vivier de tous les job boards qu'on connaît aujourd'hui, pour ne citer que LinkedIn qui a un vivier immense de talents. Le secteur du luxe, c'est un secteur assez fermé finalement. Encore fermé aussi sur le type de typologie, même de candidats qu'on recherche. On aime des gens qui viennent encore de ce secteur-là. Donc, c'est un secteur qui n'est pas très large finalement. On a vite fait de rencontrer tout le monde. D'accord. Tout le monde se connaît un petit peu entre les maisons. Ouais. C'est un microcosme. C'est un microcosme. Ouais. Mais qui tend à s'ouvrir aujourd'hui. Kering ouvre la voie et montre l'exemple avec l'arrivée de Luca De Meo. Et il va y avoir forcément des changements au sein des talents. Aujourd'hui, Luca De Meo vient de l'industrie automobile. Peut-être que demain, on intégrera des talents venant de ces secteurs-là sur des fonctions plus opérationnelles. Ça fait partie des nouveaux changements. Oui, et ce qui fait aussi écho à ce qu'on entend quand on est côté candidat, c'est les transferable skills et le fait de pouvoir finalement naviguer dans différents secteurs d'activité parce que justement on arrive à vendre non plus une étiquette mais un concept, une recette finalement. Et ton parcours en est un peu la preuve. C'est que ta recette, c'est d'avoir défendu finalement ta personnalité, un savoir-faire, un savoir-être et naviguer dans différents postes en amenant ce savoir-faire et ce savoir-être.
Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors quand on change de secteur, c'est encore plus vrai. Quelqu'un qui a fait de la supply, j'en sais rien, par exemple l'industrie de la pharmaceutique, j'aime bien prendre cet exemple. Il a beaucoup de synergie avec l'industrie du luxe. On parle de confidentialité, on parle d'excellence, de confidentialité, d'exigence, plein de valeurs partagées avec le secteur du luxe. Donc c'est tout à fait des candidats qui pourraient être amenés à intégrer des maisons de beauté, par exemple. Avec la cosmétique, il y a des passerelles encore plus proches. Donc ça, c'est pour le changement de secteur et pour le changement les passerelles de parcours, c'est tout à fait vrai. Moi, les métiers, j'ai fait, je ne l'ai pas cité, mais j'ai fait une école de commerce avec un master en finance. Donc, j'ai démarré en contrôle de gestion pour une maison de luxe, mais après j'ai appris mes métiers finalement par la culture d'entreprise, par la curiosité, par la formation interne, parce que j'ai eu des managers qui ont cru en moi, et puis parce qu'il y a des passerelles logiques en fait dans une chaîne de valeur. Comprendre le cycle de vie d'un produit, ça fait beaucoup de sens. Oui, mais tu mets le doigt sur quelque chose qui est hyper important, c'est la transmission. La transmission d'un savoir et aussi le fait d'investir sur les talents pour qu'ils puissent se former, grandir, tout ce qui a trait au développement personnel, à la fois dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. C'est quelque chose que tu valorises beaucoup Énormément. Et moi, à titre personnel, quand j'ai été salariée, c'était quelque chose qui était très important pour moi et j'ai intégré des maisons qui appartenaient à des groupes dans lesquels il y avait des outils de formation, il y avait des passerelles qui existaient, on se sentait intégré voilà, dans un tout, dans un grand groupe finalement, pas seulement dans une petite maison, une petite entité. Et aujourd'hui, d'une façon plus large, je dirais, toutes ces maisons sont en train de se reconcentrer, je dirais, sur leurs talents pour les garder. Donc à travers la formation. Avant de recruter à l'externe, on essaie de voir quel talent peut être dans une maison au sein du groupe, dans une maison, une autre maison indépendante peut être intéressant d'avoir chez nous, donc créer des passerelles entre les maisons. Et tout ça, c'est pour garder les candidats, pour les faire grandir, pour trouver des synergies entre les maisons. On appartient à un groupe, on n'est pas forcément en concurrence. Et ça, c'est hyper important. Je pense d'un point de vue candidat, c'est quelque chose qu'on recherche aussi. Les candidats, ils recherchent leur poste d'aujourd'hui, mais ils recherchent à moyen terme ou long terme. Quand on intègre un groupe comme le VMH, on peut y passer sa vie. Oui, bien sûr. Et ces passerelles sont nécessaires, mais également entre les départements. Désiloté, décloisonné. Bah, ton parcours, finalement, il évoque bien ça. C'est décloisonnement de départements, décloisonnement de rôles, de titres et de secteurs d'activité. Et c'est cette mobilité, finalement, qui est intéressante ou qui t'intéresse, toi, en tant que recruteur ? Oui, tout à fait. Je trouve que recruter quelqu'un qui a fait le même poste mot pour mot dans une maison similaire, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Je cherche à recruter, je ne sais pas, un sales merchandiser pour une maison comme Balenciaga, recruter un sales merchandiser dans une maison d'une taille similaire, je pense à par exemple un Louis V, ça n'a pas de sens sur le long terme. Alors oui, ça rassure puisque c'est quelqu'un qui va être adaptable et qui va prendre en main le poste en très peu de temps, mais qui va certainement mettre en place des process, mais en quelques mois ou en une année, c'est quelqu'un qui va s'ennuyer, qui va demander à évoluer très vite, trop vite par rapport au chemin et au parcours de carrière un peu classique dans les maisons. Et donc, il va y avoir de la frustration côté salarié, côté candidat et côté entreprise. Donc, je trouve que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de trouver quelqu'un qu'on va faire grandir en interne ou quelqu'un qui vient d'un secteur un peu différent, mais à qui on veut donner la chance d'intégrer notre maison. C'est ça qui est intéressant. C'est d'aller chercher quelqu'un qui a fait du merchandising, donc qui a une approche produit, mais qui a envie de développer la partie analytique et l'amener en supply pour gérer la prévision de la demande, puisqu'il a une très bonne connaissance aussi des marchés. C'est ça, c'est le lien. Mais pour ça, il faut comprendre les métiers, il faut comprendre ce qu'il y a derrière vraiment les intitulés, les étiquettes de poste. C'est des rôles, mais qu'est-ce qu'on y met dedans ? C'est là où j'interviens et c'est ça qui m'intéresse au plus profondément. D'accord. Selon les maisons, les rôles n'ont pas les mêmes noms. Donc on a plein de candidats perdus d'ailleurs aujourd'hui. Entre un head-off, un directeur, les juniors, les seniors, les head-off, les responsables d'eux, entre le franglais, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus et je leur dis à chaque fois, mon conseil, c'est vraiment d'analyser ce qu'on voit dans l'offre et de questionner le recruteur au moment de la rencontre.
pour comprendre ce qu'il y a derrière le poste, quelle est la suite logique, qu'est-ce qu'on attend de lui au fond. Parce que souvent dans les maisons, et ça je le dis par expérience, il y a un certain nombre de maisons qui ne sont pas encore très structurées et finalement on cherche des personnalités, donc quelqu'un qui n'est pas fait forcément pour rester dans un petit cadre, qui va amener son savoir-faire, son savoir-être et qui va aller plus loin qui va faire son propre poste en fait. Aujourd'hui, on crée le poste, on amène un peu comme si on avait un sac à dos rempli des précédentes expériences, on apporte ça et c'est ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui. Complètement, et les fameux hauts potentiels dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas ceux qui remplissent la fiche de poste, c'est ceux qui vont au-delà de leurs objectifs. Le transcender. Qui va transcender et c'est pas que par des mises en place de process, par des compétences techniques, c'est par son leadership, sa façon de pouvoir travailler dans un environnement multiculturel, qui a la bonne attitude en phase de stress, en cas d'imprévu, qui sait réagir, qui sait ne pas paniquer, qui sait soutenir ses équipes, qui arrive à endosser en fait de la responsabilité. Ouais. Tu me parlais tout à l'heure de compétences invisibles quand on était en off. Du coup, est-ce que c'est ça finalement les compétences invisibles ? Oui, moi j'ai travaillé sur les opérations et les opérations, c'est des métiers invisibles. C'est les métiers de l'ombre. C'est les métiers de l'ombre, c'est exactement ça et c'est très important et je les mets toujours en avant parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a un produit en magasin. C'est toute la chaîne qu'on ne voit pas derrière qui le permet. Et donc aujourd'hui, moi je vais chercher les compétences invisibles chez des candidats et c'est quand je les questionne sur leur parcours, sur ce qu'ils ont vraiment fait, que j'arrive à déceler ça. D'accord. Et c'est comme ça qu'après on parle de talent. D'accord. Donc finalement, si je lis entre les lignes dans tout ce qu'on a dit, un job description, donc comment on appelle une fiche de poste, merci. Une fiche de poste, finalement, elle n'a plus vraiment d'intérêt. Elle donne le cadre. D'accord. Je trouve qu'elle donne le cadre, on comprend le rattachement, on comprend les basiques, je dirais. Mais après, il faut lire les sous-titres et il faut les écrire soi-même. D'accord. Ce que je trouve intéressant en entretien, c'est des candidats qui sont force de proposition, qui arrivent et qui me disent, moi, dans ce cas de figure, je procéderai comme ça. Parce que je sais que ça peut fonctionner, parce que dans cette dynamique-là, ça peut être intéressant, je l'ai vécu. Et c'est là où je vais le tester, où je vais essayer de comprendre réellement. Je pense qu'il y a certains recruteurs qui n'ont pas une connaissance métier assez fine pour aller dénicher, pour aller interroger réellement le parcours, les expériences, rebondir. En fait, c'est un dialogue. C'est pas, j'écoute pas le candidat en prenant des notes et en mettant un truc très linéaire, très académique. Pas du tout. C'est un échange vraiment entre opérationnels en fait. Et c'est plus qu'est-ce que ton parcours dit de toi, voire les erreurs de parcours aussi peut-être. J'aime pas trop dire qu'il y a des erreurs de parcours. Je pense qu'on rebondit de tout. Parfois, j'ai des candidats qui sont inquiets, alors notamment des femmes qui me disent « mais moi, je me suis arrêtée 1 an, 2 ans pour mes enfants. Ça fait une tâche sur mon CV. Ça montre que j'ai rien fait. » Et en fait, c'est l'inverse, non ? Bah oui. Parce qu'il me semble que c'est un travail, c'est un full-time job avec beaucoup de management. De management, il faut du leadership. Donc, de partie opérationnelle, financière également. Donc, finalement, c'est une entreprise d'être maman. Exactement. Et donc, je les rassure parce qu'elles sont inquiètes d'avoir une tâche sur leur CV, alors qu'en fait, pour moi, il y a une raison à tout. Tout s'explique, tout se raconte. Moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour une maman qui s'est arrêtée 1 an, 2 ans pour élever ses enfants et faire ça 7 jours sur 7, sans vacances, sans rien. Et puis, qui a décidé de reprendre sa vie professionnelle en main. C'est pas évident après une pause d'y retourner. Mais par contre, d'ailleurs, ça montre une forme de résilience. On décèle aussi des compétences à travers ça. Donc, pour moi, je rassure toujours les candidats en disant que tout s'explique. Tout parcours, il n'y a pas de fausses notes. Ce qui est aussi inquiète parfois les candidats, c'est des expériences de courte durée, 2-3 mois, 6 mois. Et donc, je ne suis pas psychologue du tout, pas psychologue de mon candidat, mais je sens parfois une inquiétude et qui me disent, mais voilà, comment expliquer cette expérience
qui n'est pas significative sur le papier, 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça s'est mal passé côté candidat? Est-ce que c'est l'entreprise qui a souhaité? Et en fait, il faut savoir raconter son histoire et je pense que… Oui, c'est ça. Storytelling. Le storytelling, il faut savoir se vendre, il faut savoir tourner sa vérité, enfin la vérité à son avantage en tout cas. Oui, oui, oui. Et puis savoir raconter ce que cette vérité dit de nous profondément. Oui. Du coup, donc, on parle des candidats, mais est-ce que tu éduques aussi, éduquer un grand mot, mais est-ce que tu accultures les marques avec lesquelles tu travailles, les entreprises, à aller plus vers lire entre les lignes et moins s'en tenir à l'expérience, les skills, etc. Alors en tout cas, je pense qu'une entreprise, une marque qui souhaiterait travailler avec moi, c'est ce qu'elle va rechercher. Je ne suis pas un cabinet lambda qu'elles peuvent trouver. Donc en tout cas, moi, ma particularité, c'est de comprendre les compétences, comprendre les métiers et en fait de parler le même langage que mes candidats. Quand je lis une fiche de poste, je comprends l'organisation rapidement. Je n'ai pas besoin qu'on me la déchiffre. Et donc, en général, je me sens assez proche des candidats et je sens tout de suite l'ADN de la maison et je sens l'ADN que je dois retrouver pour qu'il y ait ce match parfait en fait, qu'on recherche. Le culture fit, exactement. Comme on dit. Beaucoup d'anglicisme de mon côté, désolée. non, c'est pas grave. J'ai une question par rapport à tout ce maillage de à la fois les compétences invisibles, le fait de se réinventer au travers des postes, tout en étant soi et tout en amenant un savoir-être, un savoir-faire. Quel serait finalement le tronc commun, et peut-être tu t'inspires de ta propre expérience dans le luxe, mais quel serait le tronc commun à tout ça finalement? Le tronc commun, c'est quand même de mettre l'humain avant tout. Dans toutes ces expériences, c'est de se recentrer sur l'humain. On parlera peut-être après de la digitalisation, de l'IA. Il y a un phénomène quand même un peu nouveau qui est en train d'arriver. Donc, c'est très important, je pense, de se recentrer sur l'humain, que ce soit côté entreprise, côté candidat, de se connaître, de savoir ce qu'il y a derrière chaque individu. Les gens cherchent quand même une expérience un peu pérenne. Il ne faut pas se tromper aujourd'hui. Il n'y a plus le luxe de se tromper. Côté entreprise, il y a moins de moyens. Ça coûte cher un recrutement. Ça coûte cher. Côté candidat, un candidat n'a pas envie de se tromper. On l'a expliqué, une expérience de quelques mois, c'est plus difficile en tout cas à expliquer qu'une expérience significative. Donc je pense que chaque des deux côtés, côté candidat, côté entreprise, on va chercher une expérience pérenne. Donc il faut revenir un peu au basique. Comprendre les individus, comprendre ce qu'ils veulent et les soutenir et les former et leur donner envie d'intégrer aussi une maison. Et ça, je parle aussi pour la nouvelle génération. La Gen Z, elle recherche… Alors, c'est plus la nouvelle génération. D'ailleurs, en entreprise, ils arrivent à des postes déjà de manager pratiquement. Mais en tout cas, ils recherchent autre chose. Ils ne recherchent pas un intitulé de poste. Ils ne recherchent pas une entreprise du luxe. Ils vont chercher des valeurs. Ils vont chercher peut-être une mission, des indicateurs un peu de durabilité. Ils vont vouloir du management, pas uniquement des tâches opérationnelles. C'est un tout. Il veut vouloir évidemment ce fameux bon équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle. En tout cas, il y a une forme d'engagement de leur part, mais à quelques conditions. Et donc, je pense que là, on revient vraiment à ce que les gens veulent, ce que le candidat souhaite et ce qui est important en fait. Et ce qui demande aussi un engagement de la part des marques employeurs. Justement, on parle de plus en plus des marques employeurs. Qu'est-ce que ces marques mettent en place pour justement attirer les talents, les bons talents, les séduire et pas seulement les séduire, mais aussi les garder dans l'entreprise. Oui, dans un contexte qui est quand même compliqué. Je sors quand même d'un groupe qui a connu des années difficiles, dans une marque qui a connu une forme de non-désirabilité suite à un scandale en très peu de temps. Et alors que j'ai connu aussi quelques mois auparavant un pic de croissance sur les ventes exponentielles. Et du jour au lendemain, une maison qui est plus désirable pour les talents, pour les candidats. Puisque une mauvaise campagne de publicité n'attire plus ensuite des candidats. Effectivement, toutes les maisons aujourd'hui quand même resserrent un peu les vis sur les primes, les avantages sociaux, les primes, les intéressements, les participations, etc. Donc financièrement parlant, c'est un peu moins intéressant.
tout est sous tension, il y a souvent un gel des embauches, en tout cas on limite les embauches au maximum. Donc il faut pouvoir motiver un peu les troupes en interne, parce que sinon les candidats, comme je dis, tout le monde se connaît, c'est un jeu de chaises musicales, les gens peuvent changer de maison sans trop de problèmes. Donc, et du coup, finalement, est-ce que c'est pas l'expérience le fin mot de l'histoire, l'expérience à la fois côté recrutement, mais aussi côté fidélisation de ces talents, que ce soit aussi dans ta manière d'approcher les talents, mais ça pourrait être un peu... Ça pourrait être ça complètement, c'est l'expérience qu'ils ont vraiment vécue, ce qu'ils ont traversé, peu importe les secteurs, peu importe les postes finalement et les intitulés, c'est vraiment ce qu'ils en ressortent eux. Et puis, c'est les transformations en fait qu'ils ont accompagnées. On a tous transformé plus ou moins à notre échelle l'entreprise dans laquelle on a été, je pense. Personne n'est indispensable, mais je pense qu'à notre petit niveau, on transforme quand même quelque chose qui est important, qu'il faut remettre au devant de la scène et savoir vendre. Ouais. Mais justement, tu parles de transformation. On est en plein dedans, on est constamment en train de vivre cette transformation, soit parce qu'il y a la digitalisation, soit parce qu'il y a l'hybridation. Mais comment est-ce qu'on arrive à anticiper justement les transformations, puisqu'il faut avoir toujours un temps d'avance, j'imagine. Comment le faire ? Donc la formation aide beaucoup. Alors quand on est en interne dans une entreprise, il ne faut pas hésiter. Tu parles de digitalisation, l'avancée quand même de l'IA aujourd'hui est hyper importante. Ce qui était un nice to have avant est un must have, je pense, aujourd'hui. On ne peut pas louper le coche, entre guillemets. Il faut y aller, il faut s'y intéresser, même si on est réfractaire, même si on estime que ce n'est pas de notre génération. Il faut y aller, il faut savoir s'en servir. C'est peut-être pas pour l'année 2026, mais c'est peut-être pour l'année 2027. Donc il faut pas se laisser dépasser par ça. Il faut pas en avoir peur. Il faut se rendre compte que c'est un outil comme un autre, un outil qui peut aider à être rapide sur des tâches très automatiques, sans valeur ajoutée, et se concentrer sur ce qui nous plaît plus, peut-être lié à plus de communication, plus de relationnel, des tâches expérientielles qu'on ne peut pas remplacer en tout cas par de l'IA. D'accord, ok. Et du coup, j'entends encore résonner cette idée d'hybride, c'est-à-dire que l'IA, oui, ce que tu dis, on ne peut pas faire sans, mais c'est complémentaire. C'est complémentaire, voilà. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'humain derrière. Il y a l'humain derrière. Ça ne remplacera jamais. Moi, je me suis quand même lancée dans les ressources. Alors, dans le recrutement, quand je regarde le top 10 des métiers menacés par l'IA aujourd'hui, le recrutement ressort. Ça pourrait être un peu affolant. On pourrait se dire, mais pourquoi je fais ça ? Et pas du tout. En fait, moi, je ne m'en servais absolument pas dans mon métier auparavant, parce que je le disais, quand même, le luxe est encore un peu réfractaire pour les opérationnels. Question de confidentialité pour autoriser l'accès à ça dans le cadre professionnel. Mais depuis que j'ai quitté l'entreprise et que je me suis lancée à mon compte, je suis chef d'entreprise. Donc, il faut que je fasse du sourcing, faire passer des entretiens, gérer ma prospection commerciale, faire mon marketing et ma com et ma compta. Je ne peux pas être partout. Avoir l'IA aujourd'hui, c'est un gain de temps. Ça me permet d'être hyper impactante et présente sur ce qui est important, le relationnel, le garder, rencontrer des gens comme on le fait aujourd'hui. Ça, je pense que ça ne va pas être remplacé demain par l'IA. Et voilà, il faut garder, je trouve, l'essentiel. Et aujourd'hui, et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, quand j'entends parler autour de moi, il n'y a jamais autant de personnes qui consultent des coachs, des psychologues, même d'entreprise, se sentir accompagné. Moi, les candidats que je les reçois pour un premier échange, pas forcément pour un poste. La plupart, je les rencontre 2-3 fois à leur demande, tous les mois ou une fois tous les 2 mois, parce qu'ils ont besoin de faire un point, ils ont besoin d'être rassurés, et ça, c'est pas l'IA qui va vous le faire. Pourtant, ils peuvent très bien poser la question à ChatGPT. Je suis angoissée, je n'y arrive pas, j'ai envoyé 50 CV. Non, ils ont besoin d'échanger avec des professionnels, avec quelqu'un qui est un peu expert du secteur, du marché. Et ça, ce moment d'échange, je pense qu'ils en ont encore plus besoin, parce que je pense que la technologie fait un peu peur. On peut avoir réponse à beaucoup de choses, mais finalement, la finesse humaine, pour l'instant, elle est irremplaçable. Oui. Irremplaçable. C'est juste, ça fait écho à un article que j'avais lu. Une personne qui est plutôt dans la pédagogie, l'éducation, dans une université, disait que, bien sûr, le cours peut être délivré par ChatGPT, on peut trouver des tutos en ligne, mais in fine, l'échange
qui aura été provoquée par cette rencontre, peut-être fera naître une idée Exactement. qui, elle, ne serait jamais venue sur la table juste en suivant un tuto ou un cours de ChatGPT. Et c'est là toute la richesse justement des échanges entre humains. Et des expériences. Et des expériences. Parce que c'est ce qu'on échange souvent. Un candidat, ce qui l'intéresse quand il me parle, effectivement, c'est mon point de vue de recruteur, d'expert un peu du marché, de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est aussi de mon expérience personnelle, des entreprises par lesquelles je suis passée, des passerelles que j'ai effectuées, et c'est ça qu'on va chercher. C'est les relations que je connais, qui peuvent l'intéresser. C'est vraiment cet échange-là, je pense, aujourd'hui, qui fait du sens. Eh bien, écoute, Marie-Aude, ce que je te propose, c'est qu'on termine l'entretien par un petit jeu. On finit toujours notre podcast par ce jeu-là, le jeu First Group. J'ai quelques cartes en main. Je te laisse tirer au hasard une carte et je te dis à quoi elle correspond. Génial. Hop, super, la carte vrai ou faux. Alors, je vais te donner 3 affirmations. J'ai été regarder un petit peu à la fois sur les forums de discussion, mais aussi autour de nous, ce qui se dit du métier de recruteur. Et je vais te demander de réagir, de me dire si c'est vrai, si c'est faux, ce que tu en penses et pourquoi. Alors, première affirmation, je lis mes notes. J'ai lu dans un article que d'ici 2030, le rôle des RH serait obsolète tel qu'il est décrit aujourd'hui ou tel qu'on le considère aujourd'hui. Et donc, cet article disait que les RH doivent se transformer et finalement couvrir un périmètre d'action qui va certes des missions peut-être un peu administratives, opérationnelles, mais surtout vers le développement humain, le développement des compétences et l'accompagnement de l'humain. Donc, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ? Je suis complètement d'accord. C'est exactement ça. On en a pas mal parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le rôle vraiment d'un business partner RH en entreprise, c'est d'accompagner le talent pour le faire rester, pour le faire grandir, pour le faire monter en compétences. J'aime pas forcément le mot de gestion de carrière, mais peut-être d'accompagnement de carrière. En tout cas, lui faire des propositions, le soutenir, le valoriser et l'accompagner. Et souvent, les candidats ont tendance à construire leur carrière tout seuls. Je trouve. Moi, ça a été mon cas. Je pense qu'aujourd'hui, avoir l'accompagnement et le soutien de l'entreprise, parce que le RH est aussi le représentant de l'entreprise, c'est un plus énorme et je pense que c'est l'avenir de l'entreprise également. Ouais. Parfait. Deuxième affirmation. Alors, qui va peut-être te faire bondir. Les LRH, elles oublient parfois qu'il y a un H dans leur titre. Ça fait un peu le lien avec ce que tu viens de dire. Oui, un peu. Ça arrive. On a tous eu des expériences. Je peux parler moi en tant qu'ancienne candidate. J'ai eu des mauvaises expériences aussi. Quand j'ai passé des entretiens, je suis tombée sur des entretiens où je me suis sentie mal à l'aise, où je me suis sentie un peu agressée. Plus que challenger, vraiment agressée, où on ne m'a pas donné de nouvelles par la suite. Donc là, je trouve qu'on oublie le sens humain d'un moment d'échange. Un entretien, c'est un moment d'échange. On n'est pas là pour se sentir déstabilisé ou dévalorisé. Et donc, je pense que ça peut arriver. C'est absolument pas une généralité, mais ça peut arriver que dans le mot RH, on oublie un peu le sens premier de l'humain. En tout cas, moi, ça m'est arrivé et je sais que plein de candidats se sont sentis mal à l'aise dans plusieurs entretiens ou en tout cas ont été déçus de la tournure qu'ont pris l'échange puisque ça peut s'arrêter sous forme de ghosting ou plus de son, plus d'image. Le candidat n'entend plus parler du parcours et du processus de recrutement. Ouais. D'où on en revient à cette idée d'expérience exactement. Et des missions de marque employeur pour pouvoir… Exactement. Finalement, l'entreprise, son premier contact avec le candidat, c'est par le biais des RH. C'est le recruteur, que ce soit par l'externe ou en interne dans l'entreprise, c'est son premier contact. Donc, il faut que ce soit à l'image de l'entreprise. Les maisons de luxe prônent certaines valeurs. Il faut que ça soit visible dans l'expérience que va vivre le candidat. Parfait. Et il y a plein d'entreprises qui le font très bien. J'ai vécu des expériences de recrutement absolument exceptionnelles. Chanel, par exemple, organise, alors même pour les stagiaires à l'époque, j'étais toute jeune, des demi-journées d'entretien sous forme de speed networking, un petit peu, avec un buffet, avec un petit cadeau. On nous offrait un petit cahier avec un stylo, une présentation dans un amphithéâtre, des intervenants hyper pointus et des super explications sur la maison. Ça donnait complètement envie d'y intégrer.
Oui, mais après, ça fait aussi écho à cette industrie qui est le luxe, qui, quand même, doit valoriser l'excellence à tous les niveaux. Et j'imagine, ça vient de l'interne, donc avant tout, parce qu'on est tous ambassadeurs. Quand on travaille pour une maison de luxe, on devient tous ambassadeurs. Donc et à chaque strate, donc, y compris les stagiaires. Donc je pense que ça doit être aussi dans cette optique-là d'excellence et de savoir-faire. Et c'est très bien qu'il y ait intégré. Et c'est ça qu'il va falloir développer de plus en plus, montrer l'expérience, cette expérience que peut avoir le client quand il achète le produit. Il faut avoir une expérience similaire en tant que candidat quand on l'intègre. Ouais, et il y a plein de maisons qui le font déjà très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être la nouvelle normalité en fait. Très bien. Troisième phrase qui risque de faire bondir, mais tout le monde peut recruter, c'est accessible. Alors tout le monde, dans les faits, aujourd'hui, toute entreprise qui a un site internet, une licence LinkedIn peut recruter. Oui, dans les faits. C'est un métier. Mais c'est un métier. Ouais. Ça prend du temps. Il y a un savoir-faire derrière. Il y a des compétences, métiers en l'occurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent recentrer vraiment les fameuses RH sur l'interne, sur la formation, l'accompagnement, et qui préfèrent externaliser les recrutements, être accompagné par des cabinets ou des particuliers un peu comme moi qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, dans le recrutement, pour en fait avoir des vrais experts et se décharger de ça. Mais dans les faits, tout le monde peut l'être et en même temps, je vois beaucoup d'entreprises qui en fait essaient par eux-mêmes, ne trouvent pas et au bout de 3, 4, 6 mois font appel à des cabinets pour un peu sauver le bateau qui coule parce qu'ils n'ont pas trouvé le candidat et qu'il y a un manque dans l'équipe. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, mais un recrutement raté, ça coûte cher, ça prend du temps. Et aujourd'hui, je pense que le temps, c'est de l'argent. Toutes les entreprises en ont conscience. Donc, se faire accompagner par quelqu'un qui sait le faire, qui a les bons outils pour le faire et dont c'est le métier, aujourd'hui, à mon avis, il faut le privilégier. Ouais. C'est très important. Très bien. Voilà. Écoute, Marie-Aude, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Cet entretien donc, arrive à sa fin déjà. Oui, mais... Est-ce qu'il y a un mot pour résumer donc, tout ce qu'on s'est dit ou en tout cas s'il fallait retenir de ta vision de la transformation des entreprises par le capital humain, comment résumer cette vision-là? J'aime bien le mot excellence, on en a un peu parlé, mais l'excellence, il est à tous les niveaux, il est à rechercher dans tous les talents qu'on a aujourd'hui. Il faut être le meilleur... la meilleure version de soi. La meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, exactement. Et ce vers quoi on doit tendre, c'est l'excellence à tous les niveaux pour accompagner la transformation des entreprises aujourd'hui. Très bien. Merci Marie-Aude. Merci Sarah pour l'invitation. Mais de rien. Donc Marie-Aude, je répète, qui a monté son entreprise de Executive Search, MacTalent, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn. Je pense que c'est le meilleur moyen de te contacter. Exactement. Et il y a toutes mes coordonnées dessus. Et puis vous pouvez prendre rendez-vous via un petit lien Calendly. Parfait, qu'on mettra en bas de ce podcast. Merci Sarah. Merci, bonne journée et bonne journée à vous.